Isabelle, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Isabelle Mante et j'ai pour habitude de dire que je suis experte en stress. Et ce que j'aime bien aussi dire quand je me définis, enfin quand je dis ce que je fais, j'aime bien dire que je suis un peu une éveilleuse de conscience. D'accord. Et tu as toujours fait ce métier-là? Alors non, j'ai eu différents métiers. Notamment, j'ai travaillé dans la vente. J'ai commencé ma carrière professionnelle en étant vendeuse en hypermarché. Et puis au fur et à mesure D'accord. des années, je me suis formée. J'ai fait une première reconversion professionnelle pour devenir secrétaire et ensuite j'ai fait une validation des acquis d'expérience pour devenir assistante de direction bilingue. Et ensuite, j'ai fait un changement de métier donc pour apprendre à devenir naturopathe puisque j'ai exercé la naturopathie pendant plusieurs années. J'ai arrêté récemment. Et puis je me suis formée aussi pour devenir instructrice qualifiée de pleine conscience avec un axe de gestion du stress par la pleine conscience. Donc en méditation, En pleine méditation, conscience. exactement. Mm. Et tu es spécialisé en fait dans le stress, le mental négatif, enfin, pour avoir un mental positif, hein. Tu es spécialisé aussi dans l'anxiété aussi, par conséquent un petit peu. Alors, je suis pas forcément spécialisée dans l'anxiété, mais en tous les cas, les personnes qui viennent à moi euh, vont souvent dire qu'elles ont du stress, c'est-à-dire qu'elles se sentent stressées. Et quand on commence à creuser, quand on commence à en discuter, il y a parfois un aspect un peu de peur qui sont parfois irrationnelles, hein, et qui s'apparentent vraiment à de l'anxiété. J'ai peur qu'il m'arrive ça, et si je fais ça, je suis en train je sais pas, de changer de voie professionnelle, j'hésite, et si je me plante, du coup, elles se réveillent la nuit et elles savent plus comment faire. Je dis elles parce que la majorité, ce sont des femmes. Et donc, il y a un côté parfois aussi qui peut devenir un peu anxieux dans le stress, tu vois. On met souvent hein, le stress, un peu le truc fourre-tout, on te met un peu tout. Et effectivement, quelquefois, il y a un peu l'anxiété de pas y arriver, de pas réussir. Donc, il y a un petit peu de ça, oui, en effet. Mm. Et tu accompagnes spécifiquement en fait les cadres. Mm. Alors, j'accompagne. En fait, je refuse personne. Hein, c'est pas, je me dis pas, attention si telle personne vient à moi, je vais lui dire non. Ça va peut être plus une histoire de rencontre. Hein. J'aime savoir qui je vais accompagner, donc j'aime bien rencontrer les personnes avant d'engager soit un programme d'accompagnement, soit un accompagnement individuel sur plusieurs séances. Ça dépend de ce que les personnes ont besoin. J'aime vraiment être sûre que la personne, je vais pouvoir l'aider. Ça, c'est vraiment une condition sine qua non pour moi. Si je sens que ça dépasse mes compétences ou que je ne suis pas la personne adaptée ou que elle serait mieux avec toi, par exemple, hein, ben, je préfère les envoyer à un collègue plutôt que d'essayer absolument de vouloir essayer de les aider et que tout le monde perde son temps. Et plus spécifiquement, j'ai une affinité particulière avec les femmes qui sont cadres, les femmes managers, qui ont tendance, d'abord parce que j'en ai accompagné beaucoup, et puis qui ont tendance à se mettre une pression énorme et qui ont tendance à être assez dures avec elles-mêmes. Et j'ai un fil conducteur dans mon accompagnement qui est la compassion pour soi, donc d'avoir beaucoup de douceur et de bienveillance vis-à-vis de soi. Ça, c'est un des aspects qui est très important pour moi parce que je trouve que quand on est stressé, quand on est anxieux, angoissé, euh, on a souvent tendance à se dire que c'est pas bien, qu'il faudrait pas être stressé, surtout quand on a identifié que des fois on stresse pour des trucs qui n'ont pas lieu d'être, hein, ça nous arrive tous. Hein. Je me prends la tête pendant 2 jours et puis un mois après, je me dis mais pourquoi je me suis pris la tête avec ce truc et j'ai tendance à me blâmer, à m'en vouloir, de stresser autant, à me dire que franchement c'est un peu nul et donc et ça aide pas de se blâmer, ça aide pas du tout. Donc j'apprends aussi à ces femmes à être plus bienveillantes avec elles-mêmes parce que je trouve qu'elles ont déjà suffisamment d'opportunités enfin, des défis dans la vie sans en plus se donner des coups de bâton sur la tête. Voilà. Ok, donc quand une personne vient vers toi
notamment une femme, une cadre ou pas cadre, et qu'elle stresse, qu'elle rumine, qu'elle pense qu'elle a des pensées négatives pendant 2 jours, voire 2 nuits, Mhm. comment toi tu fais pour l'accompagner? Sur quel point tu travailles? Le plus important pour moi au départ, c'est qu'elle parvienne à prendre conscience de ça, à ne pas rentrer dans un mode automatique. C'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur la pleine conscience. C'est que la pleine conscience, elle permet d'avoir ce petit moment-là, ce petit espace, quand je prends conscience de quelque chose, quand je prends conscience que je suis en train de me prendre la tête avec un truc, je suis plus dans la pensée, blablabla, je suis juste à côté. Donc je me donne ce petit espace pour faire autre chose, pour avoir une autre possibilité de répondre à la situation. Tout comme d'un seul coup, je me rends compte que je suis en train de m'énerver après mes gosses. Bah, si je suis capable de me rendre compte que je me suis en train de m'énerver avec mes gosses, ça va peut-être m'éviter de leur hurler dessus ou je sais pas quoi. Et donc ce premier pas est de vraiment leur permettre de prendre conscience le plus souvent possible. Et en fait, au début, quand on est en mode automatique, qu'on a tendance à stresser, on s'imagine que c'est très compliqué. Et en fait, c'est pas compliqué du tout. On a tous cette capacité de prendre conscience. Il suffit de s'entraîner. Donc, c'est vraiment le point le plus important pour moi de leur faire qu'elles arrivent à prendre conscience que elles sont en train de cogiter, de se faire tout un cirque là dans leur tête, ou qu'elles sont en train d'avoir une émotion, qu'elles sont en train de se répéter des trucs négatifs, de se faire vraiment des prises de tête pas possibles. Ça, c'est le truc le plus important et qu'on va garder tout le temps. Dès qu'elles seront capables de prendre conscience, elles seront capables d'explorer ensuite. Ok, bon bah c'est quoi qui me stresse dans cette situation? Et du coup, on va travailler vraiment sur qu'est-ce qui stresse là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du stress? C'est quoi les pensées? C'est quoi les émotions? Est-ce qu'il y a des croyances? Donc, Tu vois. pour en revenir, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai un module, une formation en ligne en Mm. 4 étapes. Et la première étape, je l'ai appelée la prise de conscience. Mm. Quel outil tu utilises pour que les gens prennent conscience, qui s'auto-diagnostiquent en fait? Alors j'utilise la méditation. Je les fais méditer dès Méditation. le début. Ouais, D'accord. ouais, dès le début. Euh, D'abord, pendant nos sessions en direct, on fait, surtout sur les premières séances, on va faire des pratiques de méditation. Je les fais pas méditer 1 heure, hein, mais des petites pratiques courtes pour leur permettre de toucher cette capacité qu'ils ont de décider quand ils prennent conscience qu'ils sont dans les pensées, de se rendre compte du pouvoir incroyable qu'ils ont de décider, je continue à cultiver cette pensée ou non, j'arrête et je fais autre chose. Et ça, ce pouvoir, on l'a tous, on a oublié, on a oublié cette capacité qu'on a parce que on est souvent en mode automatique et que plus on a tendance à cultiver des pensées négatives, plus on va voir le négatif autour de soi, plus ça va amener des pensées négatives et que si d'un seul coup on s'arrête et que on change cette vision-là, d'un seul coup, voilà, c'est bah, tout va se remettre, voilà, on va se rendre compte que il n'y a pas que du négatif dans notre vie. Donc, je les fais méditer vraiment. Elles ont des audios pour s'entraîner à la maison. Je leur demande de pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, surtout au début. Et Combien de temps? pas forcément longtemps. Et ça va être vraiment, on va vraiment s'adapter à leur emploi du temps. C'est-à-dire que suivant, si j'ai une femme cadre qui est OK à un poste de manager, mais a pas un emploi du temps de dingue et que le matin elle a le temps, elle emmène ses enfants à l'école et qu'elle a le temps pour le faire le matin et qu'elle peut faire 15 minutes, 20 minutes, OK. Si c'est une femme qui cavale partout, eh ben on va voir comment on peut installer des petits moments ponctuellement dans la journée plutôt que de se mettre une session plus longue. Donc je vais vraiment m'adapter à ce qu'elles ont la possibilité de faire. Voilà, tu vois, c'est pas tant combien elles vont faire, mais c'est de faire qui est important en fait. C'est pas tant la durée, c'est de faire et de faire régulièrement. Mm. Donc, elles méditent dès le début et ensuite elles te verbalisent leurs pensées. Oui,
elles me verbalisent et elles se verbalisent. Puisque, alors, si elles viennent juste en rendez-vous ponctuel, où certaines femmes ne veulent pas rentrer j'ai un programme comme toi, j'ai un programme d'accompagnement, hein, avec des vidéos où elles vont faire des exercices, où elles vont avoir une grande partie où elles vont être en autonomie, puis il y a d'autres femmes qui veulent être en individuel avec moi et qui veulent embarquer pour voilà plusieurs mois de séances hebdomadaires. Euh, Celles qui sont en individuel, enfin en semi-autonomie, évidemment, on a des sessions individuelles aussi toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ça dépend de comment on va caler ça. Et en fait, du coup, elles vont faire un certain nombre d'exercices toutes seules. Donc, c'est quoi la pensée de stress? Qu'est-ce que je me raconte? Et au fur et à mesure qu'elles avancent dans le programme, elles vont identifier quel type de stress. Est-ce que c'est un stress qui est plus lié au travail? Est-ce que c'est plus lié à la vie familiale? Qu'est-ce qu'elles se racontent à ce moment-là? Est-ce qu'il y a, du coup, est-ce qu'elles sont capables d'identifier des émotions? Si elles sont pas capables de le faire, ben, on va le faire en séance ensemble, hein. Elles vont me dire ce qu'elles ont noté et ça nous fait gagner beaucoup de temps en fait, le fait qu'elles puissent noter un peu tous les jours. Ça leur prend pas beaucoup de temps, mais elles peuvent noter tous les jours ou toutes les semaines, ça dépend des fois, et des choses qu'on veut explorer ensemble. Mais du coup, de se dire, bah tiens, voilà, dans cette situation, voilà ce que je me suis dit, ce que je me suis raconté, prendre elles-mêmes des notes aussi, ça leur permet aussi de mettre à l'extérieur un peu ce qui est à l'intérieur, hein. C'est un peu comme décharger un peu ce qui est là. Et puis, ça leur permet aussi d'identifier quels sont les termes qu'elles utilisent. Je trouve que ça a vraiment une importance incroyable, hein, les termes qu'on utilise pour décrire ce qu'on est en train de vivre. Je sais pas, une femme qui va dire dans cette situation, j'étais en panique parce que je me suis dit que j'y arriverais jamais. C'est différent d'une femme qui va se dire, dans cette situation, j'étais en panique parce que je me suis dit que ce serait dur d'y arriver. L'intensité, elle n'est pas la même, hein. J'y arriverai jamais dénote vraiment une croyance que je suis incapable, je suis nulle, que ça va être, alors que ça va être dur. Ok, ça va être dur, mais ça veut dire qu'il y a des choses différentes à explorer en fait. Donc ça permet vraiment d'être vraiment dans une analyse très précise de ce qu'elles ont vécu et comment euh, qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que ben ça stresse quoi, tout ça, ça amène, ça, ça tourbillonne un peu là, voilà donc voilà. Mm. Donc, premièrement, identifier les pensées négatives. Tu travailles peu sur le passé. Je travaille quasiment pas sur le passé, Bienvenue au quasiment pas. club. Ouais, je travaille quasiment pas sur le passé, peut-être parce que, alors moi-même, hein, j'ai été accompagnée enfin, je suis toujours accompagnée d'ailleurs. Je pars du principe que, à partir du moment où j'accompagne des gens, il faut que moi-même je sois supervisée. Ça, c'est pour moi, c'est très important. Et je trouve que dans ma propre expérience, comprendre ce que mon passé avait eu comme impact sur ma manière d'être, voilà, d'entrer en relation avec les gens, avec la vie, de voir voilà, c'était important, mais que c'est pas ce qui m'avait le plus aidé. Donc, j'aime bien être ok, on peut, par exemple, si je trouve que ça peut être intéressant dans les croyances, de regarder un petit peu dans le passé. Mais qui sait que, par exemple, je vais jamais y arriver. Bon, bah, qui c'est qui t'a raconté ça? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui te disait ça quand tu étais petite, quoi? Tu vois, est-ce qu'il y avait, je sais pas, est-ce que tu avais une tantine dès qu'elle te voyait, elle disait que t'étais nulle, ou d'où ça vient ce truc-là, éventuellement, pour explorer si ça vient d'un discours qui a été entendu enfant, ou qui a été entendu à un moment, parce qu'il peut y avoir aussi des femmes, je pense que tu as déjà remarqué ça, il y a des gens qui, d'un seul coup, ils perdent confiance en eux, en leurs capacités. Tout à fait. Et je trouve que c'est quand même intéressant d'aller voir à quel moment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un moment où ils ont eu confiance? Est-ce qu'il y a un moment où ils ont plus eu confiance? Et je trouve que d'identifier ce moment où ils ont plus eu confiance, ben, ça peut peut-être aussi les aider euh, à rétablir en fait un espèce d'équilibre, parce que parfois les gens peuvent se sentir coupables de ne plus avoir confiance en eux. Mais comment ça se fait, punaise, mais avant j'avais la niaque et tout, maintenant j'ai plus la niaque, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et d'un seul coup de se rendre compte, par exemple, j'ai eu le cas une fois d'une personne qui avait
qui avait été maltraitée au travail avec un chef horrible pendant quelques mois. Et c'était à partir de ce moment-là qu'elle avait commencé à perdre confiance en elle, bah, de prendre conscience aussi que c'était quelqu'un qui lui avait fait une blessure, quoi, et qu'il fallait Mm. attendre que la blessure elle cicatrise, hein, et que c'est pas juste, voilà, elle n'était pas juste elle responsable de son truc, c'était aussi il y avait eu un impact, hein, donc voilà, ça permet aussi de d'identifier d'où ça vient un peu. Mm. Oui, oui, oui. Mm. Une fois que tu as identifié les pensées, est-ce que tu travailles sur la remise en question des pensées négatives? Euh, Je travaille sur les croyances, c'est-à-dire de vérifier qu'il n'y a pas des croyances qui n'ont pas lieu d'être. Oui, Je ne cherche pas, je fais très attention avec cette idée de pensée négative et de pensée positive. tout à fait. D'ailleurs, je n'aime pas du tout ces deux termes. Je préfère parler de pensée utile et pas utile. Donc, je vais les aider à identifier, ça sert à quelque chose de penser à acheter du pain en sortant du boulot ou d'aller chercher mon gamin à l'école, hein. C'est bien que je l'ai en tête pendant tout le trajet pour pas oublier d'aller le chercher, mais ça sert à rien de cogiter pendant 3 plombes ou 3 jours ou 3 semaines sur la réflexion de Jean-Michel à la machine à café, quoi, et de me passer ça en boucle. Ça me sert à rien. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est plus facile de dégager cette pensée-là et de pas la nourrir, hein. Mais dans la pleine conscience, on ne cherche pas à repousser les pensées, et ça c'est vraiment contre-intuitif. On cherche juste à prendre conscience, tiens, je suis encore en train de me prendre la tête avec ce truc-là, quoi. Et c'est à force d'en prendre conscience qu'on va arrêter de nourrir cette pensée, et ben c'est comme n'importe quel comportement, en fait, quand on arrête de le nourrir, ben, il finit par s'étioler, par devenir de moins en moins présent. Donc, je les aide voilà, à prendre conscience qu'il y a des pensées qui servent à rien, qui servent pas à grand chose. Je les aide à identifier aussi les pensées qui ont tendance à nourrir certaines émotions. Euh, je vais te donner un exemple très concret là d'une cliente que je viens d'avoir voilà vendredi de la semaine dernière. Donc pour info, pour ceux qui nous verront dans quelques mois ou quelques années, nous sommes lundi et voilà. Donc il y a 3 jours, j'ai une de mes clientes que j'accompagne depuis un moment, qui a fait mon programme, mais qui continue régulièrement à venir me voir ponctuellement quand elle rencontre encore des difficultés, d'un seul coup des angoisses, des stress. Et c'est très intéressant parce que là, l'angoisse qu'elle avait était clairement liée au fait qu'on lui avait dit que dans le passé, elle avait sûrement vécu des choses très douloureuses et elle repensait encore à des choses que lui avait dit sa mère et tout ça. Et d'un seul coup, ce truc-là prenait une importance énorme parce que en ce moment, voilà, cette cliente rencontre quelque chose d'un peu douloureux dans sa vie personnelle, et donc je veux pas trop dévoiler, hein, mais du coup, je lui ai fait prendre conscience, quoi. Mais en fait, c'était quand ça, cette histoire avec ta mère qui t'a dit ça et tout? Est-ce que ça t'est encore utile de repenser à ce truc-là aujourd'hui, quoi? Elle dit oui, c'est vrai, ça sert pas à grand-chose, quoi. Je lui dis tu vas en faire quoi de ce truc, quoi, en fait, bon, ok, elle t'a dit ça, ben voilà, tu vois, toi, tu t'interprètes ça à l'aune de qui tu es aujourd'hui, avec ton histoire et tout. Le message que tu interprètes à travers ce qu'elle t'a dit il y a 30 ans, 40 ans, je sais pas combien d'années, ben, voilà, tu sais même pas si c'est exactement ce qu'elle voulait dire quand elle t'a dit ça. Tu as peut-être interprété cette phrase. Déjà, rien que de se rappeler quelqu'un nous a dit il y a 3 jours, je pense qu'il y a une chance sur deux pour qu'on interprète à moitié du truc. Alors un truc qui s'est passé il y a 40 ans, je te laisse même pas imaginer. Et donc on a discuté comme ça vraiment, mais voilà, enfin voilà, hein, tu peux continuer à te focaliser là-dessus, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment un truc très utile et tout. Et voilà, à la fin de la séance, elle m'a dit ouais, bon, ok, j'ai compris quoi. Et voilà, c'est vraiment un exemple concret de se poser la question, de voir est-ce que c'est utile ou pas, est-ce que ça sert à quelque chose. Euh, mm.
tu vois. C'est intéressant parce que ça correspond vraiment dans les thérapies comportementales. Il y a eu trois vagues. Et moi, j'utilise encore la remise en question des pensées que j'appelle encore négatives parfois, bien que le terme me convienne pas non plus. Et la troisième vague, c'est vraiment la thérapie d'acceptation où on regarde la pensée, on l'observe et elle s'atténue d'elle-même en me l'observant. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est intéressant hein, de voir aussi dans tous les courants de thérapie, de développement personnel, il y a tellement de choses qui se recoupent, hein. La pleine conscience, pour moi, c'est un peu la base. Tu vois, à partir du moment où tu prends conscience d'un truc, après, il y a tellement de Tout possibilités à qui fait. s'ouvrent à toi, quoi. C'est un truc, voilà. Moi, quand je dis que ça a vraiment changé ma vie, c'est vraiment ça, hein. Ça a vraiment changé ma vie. Vraiment, vraiment profondément. Cette capacité que tu as du coup, à regarder ça, quoi. Ok, c'est là, ben, c'est quoi qui est là, quoi. Et après, après, ok, quand tu es capable de repérer, ben, ok, tu as envie d'aller faire de la thérapie comportementale et cognitive. Moi, toutes mes copines qui sont psycho, elles me disent, putain, j'adore j'adore les clients qui méditent parce que le travail se fait de manière plus rapide parce qu'ils ont une prise de conscience tellement accrue des Mm. pensées qui nourrissent que voilà, ils repèrent leur schéma beaucoup plus vite, ils avancent beaucoup plus vite. Donc c'est très complémentaire, tu vois, je trouve ça tellement formidable en fait, hein. Mm. Tout à fait. Nous aussi, il y a en thérapie comportementale, on travaille beaucoup aussi sur les émotions Mhm. qu'on n'a pas abordées. Donc, comment toi, tu abordes ça, les émotions? Alors les émotions, je leur rappelle un peu le principe. Je leur rappelle que toutes les émotions sont nécessaires, utiles, qu'elles doivent être vécues, traversées, acceptées. Donc, je travaille beaucoup pareil, sur la conscience de ce que ça amène dans le corps, de faire la distinction entre euh, je suis en colère et j'ai de la colère en moi, qui est un peu différent. Et du coup, je peux accepter qu'il y ait un peu de colère en moi là et de pas forcément la nourrir. Et d'ailleurs, c'est vraiment une émotion très particulière, la colère, hein, qui peut cacher tellement d'autres trucs derrière. C'est rare qu'il y ait juste de la colère très très brute. Et puis de les amener à prendre conscience de ce qu'elles vont se raconter autour de ces émotions, de ce que ça peut. Alors évidemment, c'est difficile de répondre comme ça comment on va travailler parce que ça va dépendre énormément de quel type d'émotion va être présente. Et suivant le type d'émotion, je vais avoir une approche qui va être forcément différente. Euh, il y a certaines émotions qui, qui vont demander à avoir une attitude qui va être un peu différente en fait, hein. Quand je suis triste, j'ai pas besoin de, enfin, je trouve que quand il y a quelqu'un qui a de la tristesse par rapport à quelque chose, ben, d'explorer c'est quoi, c'est pourquoi la personne est triste et est-ce que c'est fondé qu'elle soit triste, parce que ça peut être fondé, ou est-ce que c'est parce que elle a un discours intérieur qui va alimenter cette tristesse, qui la met dans une espèce voilà, de mélancolie ou de truc un peu, voilà, où elle aurait parfois envie ou je sais pas quoi ça arrive parfois hein, qu'on ait envie de qu'on ait tendance à être dans cette émotion un peu comme un spleen, comme quelque chose. Donc voilà, c'est très difficile pour moi de dire exactement ce que je fais parce que ça dépend vraiment de l'émotion. Une tristesse, je vais explorer comment c'est et il y a beaucoup de gens qui refusent d'être tristes alors que c'est tout à fait fondé. Pour moi, c'est justifié parfois d'être triste, hein. Donc, de les amener à accueillir ça, à ne pas laisser ça de côté, à voir quel est le manque qu'il y a, quel est le besoin qu'il y a derrière, pour qu'elles puissent le trouver. Quand ça va être de la peur, bon, la peur, elle est parfois irrationnelle, même la plupart du temps, hein. C'est rare qu'on soit vraiment en danger aujourd'hui, Dieu merci, on n'a plus vraiment de danger. Et donc, je vais les amener à surmonter leur peur par le passage à l'action. S'il y a de la colère, on va voir un petit peu quelles sont les valeurs qui sont touchées, comment les personnes peuvent avoir tendance à nourrir ça. Certaines, et c'est très marrant parce que moi, c'était l'émotion avec laquelle j'avais le plus de difficultés.
la colère. J'ai été en colère pendant très longtemps, pendant de nombreuses années. J'ai nourri une colère comme ça qui a fini par devenir tellement importante que voilà, je me suis dit, il faut pas que je continue comme ça, je vais devenir complètement cinglée, quoi, en fait. Et, hum, et qui m'a amené vraiment à explorer. Et c'est rigolo parce que j'ai assez régulièrement des clientes qui ont aussi cette émotion, hein. Je pense que c'est pas pour rien, mais qui peuvent être en colère sur des trucs, sur certains, des colères très sur la société, sur les gens sur les, tu vois, des Mhm. trucs, pas forcément vis-à-vis d'une situation particulière, mais de quelque chose de plus général, quoi. Donc, Et quel outil tu utilises alors pour calmer leur colère? alors, souvent, j'essaye de les amener à être dans vraiment la conscience du corps et de ce que ça amène, pour essayer de calmer le jeu du corps, hein, calmer vraiment la sensation du corps en arrêtant de nourrir ça avec le mental. Donc Les j'utilise beaucoup la sensations pleine physiques? conscience. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu Mhm. vois, de les amener à voir à chaque fois qu'elles vont se dire un truc qui va venir mettre de l'huile sur le feu, d'essayer de pas trop nourrir ces pensées-là pour amener plus de calme dans le corps. Des respirations aussi, des choses qui soient aussi très cocoonantes, des techniques qui soient un peu enveloppantes dans la colère pour calmer le jeu, quoi, pour calmer la sensation, parce que c'est ça qui marche. Euh, D'ailleurs, tu en donnes plein de techniques hein, dans ton ouais. podcast. Mm. Tu mettras le lien sous la vidéo dans la description, hein. Ouais. Beaucoup, beaucoup de techniques sur deux Ouais. respirations. Mm. Ouais, des techniques de respiration aussi pour calmer le stress, pour calmer pour mieux dormir, enfin voilà, il y a plusieurs techniques qui existent. Par rapport à la colère, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'être vraiment dans la conscience du corps, de voir à quel point ça fait des choses dans le corps, hein, et voilà, de calmer, d'essayer de se connecter à ça plutôt que de continuer à alimenter ça avec le mental. Et c'est très rigolo parce que moi, les premières fois où j'ai vraiment constaté sur moi que j'étais capable de traverser mes colères, ça a été en ressentant pleinement dans le corps. Oui, tout En me à fait. disant, ouais, en me disant, waouh, 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 waouh. Alors là, il y a une colère de malade et je suis capable de l'accueillir. Je me rappelle, c'était dans une pharmacie où la, la pharmacienne qui me parlait, mais était exécrable. Elle m'avait vraiment, elle était très irrespectueuse et tout. Je comprenais pas comment on pouvait parler comme ça en étant à un client, quoi. Et je me revois à la regarder, continuer à lui parler et de sentir à l'intérieur de moi la colère qui montait. Et puis, au bout d'un moment, j'ai décidé de lui dire, bon, bah, écoutez, c'est pas grave, je reviendrai. Et je suis sortie. Et il y a de ça aussi, hein. C'est-à-dire quand on est en colère, souvent, en tous les cas, si on est en colère après quelqu'un ou par rapport à une situation, parfois, la meilleure chose à faire, c'est de s'isoler, hein. C'est d'aller s'éloigner de la situation aussi. Donc, ça dépend vraiment des cas. Mm. C'est toujours à mes clients de regarder les signes avant-coureurs d'une Mm. colère qui va éclater. Mm. Ça peut être une rougeur, ça peut être une pensée, ça peut être une chaleur qui monte. Ouais. Et là, quand on sent ça, on se dit, oh là là, je vais me mettre en colère. Et c'est là qu'on prend conscience qu'on va se mettre en colère et que ça va être négatif. Et c'est là qu'on peut soit reculer, Mm. s'extraire de la situation, soit faire une bonne respiration Ouais, et c'est ça. attendre en fait que la personne ait fini de parler et que notre colère s'apaise aussi. Mm. Ça, c'est Ouais. moins facile. Ouais, ça c'est moins facile de pas être en réaction. Ça c'est vraiment, c'est très explosif une colère. C'est difficile c'est comme si on veut calmer un volcan quoi, hein. C'est pas facile, hein. Tout à fait, mais il y a quand même des signes Ouais. avant-coureurs. Oui. Si on médite, quand on médite Mm. régulièrement ou Mm. quand on prend conscience de ça, on peut les voir arriver. Mm. Je sais que c'est une pensée, toujours la même, et une chaleur qui monte et une crispation dans les épaules. Et je me dis, oh là là, tu vas te mettre en colère, c'est pas la peine, calme-toi.
Ouais, c'est ça. Et face aux peurs, tu fais comment alors? Face aux peurs, moi, j'amène souvent au passage à l'action. Mais un passage à l'action, un petit passage à l'action. Tu sais comme on fait quand, dans les phobies, Oui, en l'exposition TCC. progressive. Oh, Exactement. L'exposition génial. progressive. Ouais. Euh, ouais. Tu as un exemple en tête d'une ancienne cliente peut-être? Ouais, j'ai un exemple très concret d'une cliente qui a fait mon programme et qui n'arrivait pas, elle était dans sa profession, elle était tenue d'envoyer un mail à toute son équipe et notamment à ses supérieurs, aux associés de la boîte où elle travaillait dans un cabinet. Et il y avait différents associés qui avaient tous le même niveau hiérarchique et elle devait envoyer un mail à toutes ces personnes-là. Et à chaque fois elle me disait à chaque fois que je dois envoyer ce mail, je leur ai dit, il est prêt, je n'arrive pas à appuyer sur le bouton envoyer. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui me fasse une remarque, qui me dise que j'ai oublié un truc, etc. À chaque fois, mais c'est un truc de malade, ça me met dans des états pas possibles. Elle me dit quand j'ai la date limite, la veille au soir, je dors pas. Enfin, c'est un truc, ça prenait des proportions absolument incroyables. Et donc, on a exploré évidemment ensemble hein, aussi. On a regardé un peu qu'est-ce que ça voulait dire aussi la peur du jugement de l'autre. On a pris plusieurs temps pour explorer aussi comment elle pouvait se détacher de cette peur du regard de l'autre. Et on a travaillé là-dessus, mais on a trouvé une technique. On a dit on va mettre une technique en place pour ce fichu mail là que tu n'arrives pas à envoyer. Et je lui ai dit mais en fait c'est quoi tous ces associés là? Ils sont pas sympas, ils te hurlent dessus, ils sont méchants et tout. Elle me dit bah il y en a qui sont pas très sympas, hein, il y en a qui sont un peu voilà qui sont un peu hautains, un peu froids, mais c'est clair que celui avec la personne avec laquelle je travaille le plus, qui est un peu mon boss quoi, bah lui ça se passe super bien, il m'adore, je l'adore, on s'entend vachement bien. Je lui dis, ben voilà, maintenant quand tu vas appuyer sur le bouton, tu vas t'imaginer que c'est juste à lui que tu l'envoies. Et la semaine d'après, elle me dit, tu sais, j'ai envoyé mon mail, elle me dit, mais en fait, c'est un truc de dingue, hein. Elle me dit, mais c'est super magique ton truc. Je me suis vraiment, maintenant, je me dis, c'est juste à lui que je l'envoie, c'est tout. Et d'un seul coup, c'était terminé, quoi. Il n'y avait plus du tout d'angoisse, plus du tout de, tu vois, de peur, etc. Donc, c'est de voir comment on peut un peu contourner le truc, tu vois, parce que souvent, je trouve qu'une peur, elle se manifeste aussi par rapport à un truc qu'on s'imagine. Si on doit faire quelque chose, on s'imagine que ça doit être absolument parfait. Ou si c'est parler devant le public, devant une grande salle, on a peur. Donc, ben, on s'entraîne. On va proposer à ses copines, voilà, prochain coup qu'on va boire un coup dans un bistrot, on leur dit bon ben voilà, je vais faire un exercice, je vais me le mettre debout et je vais vous faire un petit discours. C'est les copines, ça n'a pas d'enjeu et tout. Et quand on remarque que ben on n'est pas morte, hein, personne nous a jeté des pierres, ben on peut continuer et avancer. Donc c'est vraiment ça qui. Et cette cliente, ouais, c'était vraiment très rigolo cette peur qu'elle avait là. Donc on a trouvé cette petite astuce. Des fois, c'est juste de voilà de trouver un petit biais là, une petite petit moyen habile un peu. Mm. Ouais, c'est une excellente technique, ça, hein, Mm. franchement. Je voulais te poser la question par rapport aussi aux ruminations mentales. Je sais que tu as dû faire un podcast là-dessus qui s'intitule Cogiter, je ne sais plus le titre. Mm. Comment toi, en fait, tu aides les gens à moins ruminer? Ces maudites ruminations, Rumination. je vais y arriver. Rumination mentale qui, en fait, nous empêche de dormir la nuit Ouais. et de Ben, fonctionner correctement le jour. ouais, c'est ça. Bah, écoute, moi j'ai pas trouvé de meilleure technique que la méditation de pleine conscience. Ouais. Ouais, j'ai rien trouvé de mieux, hein, franchement. Donc, quand une Hein. personne, la nuit, elle se réveille et qu'elle entre dans cette boucle, moi j'appelle ça le TGV des ruminations mentales. Mm, Il peut durer des heures, hein, comme un voyage en TGV où il y a très peu d'arrêts maintenant, malheureusement. ouais. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu leur dis de faire? Je leur dis de venir faire des cours de méditation avec moi, de D'accord. venir méditer avec moi toutes les semaines parce que j'ai des cours de méditation toutes les semaines. Euh, et, et voilà, alors il y a certaines personnes qui préfèrent faire en individuel. J'accompagne quelques personnes en individuel.
surtout les personnes qui débutent. Elles veulent pas démarrer en groupe, donc elles démarrent en individuel, mais d'avoir une régularité, de méditer, d'apprendre à repérer ses pensées, hein. La méditation, c'est apprendre à repérer ses pensées et de voir l'impact de son mental, l'impact que ça a dans notre relation au monde. Comment notre mental il va impacter notre manière d'être, comment notre mental va impacter nos émotions, comment notre mental va impacter nos relations avec les autres, comment ça va impacter notre humeur. Et du coup, plus on remarque nos pensées, plus on s'entraîne à remarquer quand on est en train de cogiter, et bien plus on arrive à être à arrêter de cogiter, quoi, en fait, à se dire bah cette pensée-là, j'arrête de la nourrir, j'arrête de l'alimenter. Oui. Je reviens à l'instant présent encore et encore. Et ça, c'est un entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est que cet entraînement, ce changement-là, au niveau de la conscience des pensées, il peut se faire, il faut du temps, il faut de la pratique, mais il faut pas 15 ans, quoi. C'est pas la peine ça peut, en quelques mois, on peut déjà avoir bien, bien, bien progressé dans la pratique et dans la capacité de remarquer ses pensées. Et même en quelques semaines, on a déjà, voilà. Si on est régulier, hein, bien sûr, comme tout. Oui. C'est comme quelqu'un qui veut aller faire du sport, hein. Veut avoir plus de souffle, ben je vais aller marcher, faire une marche rapide, mais tous les jours. Mais j'ai pas besoin de faire 2 heures tous les matins. Et si je fais déjà 15 minutes tous les matins, ben, je vais améliorer ma respiration, mon rythme cardiaque. Ben là c'est pareil, juste de faire quelques minutes tous les jours, ça contribue à être plus capable et à remarquer aussi régulièrement dans la journée. Les personnes qui ont des ruminations mentales le soir, souvent, c'est des personnes qui ont des ruminations mentales dans la journée. Oui. Mais comme dans la journée, elles sont occupées à concentrer leur attention sur autre chose, elles n'en ont pas conscience. Donc, première chose, se poser de temps en temps dans la journée pour se demander à quoi je pense en ce moment. C'est quoi qu'il y a dans mon ciboulot en ce moment? Mm. Alors que je suis en train, je sais pas, de faire une tâche. Parfois, on est en train de faire un truc et on pense à autre chose. Tout à fait, oui. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon ciboulot là en ce moment? Se faire des petits rappels dans la journée réguliers là, déjà pour commencer. Et puis ensuite, plus ponctuellement, de se poser les yeux fermés et d'apprendre à méditer en pleine conscience, de remarquer ses pensées. Je remarque que j'ai une pensée, je reviens sur mon corps, sur mon souffle, enfin, et je m'entraîne, et je m'entraîne, et je m'entraîne, et je m'entraîne, et je m'entraîne. Ouais. Déjà, moi, je trouve que 5, 10 minutes même de méditation par jour. Moi, avant, je faisais 20 minutes par jour et j'ai pas tenu le rythme. Et à un moment donné, j'ai abandonné. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et maintenant, j'ai une application en fait qui s'appelle Calm. C'est comme Petit Bambou. Mm. Et c'est 10 minutes. Parfois, je prolonge. Ce matin, j'ai prolongé de 5 minutes. Parfois, je prolonge le week-end. Ça peut aller jusqu'à une demi-heure. Mais je me suis fixé en fait 10 minutes avec cette application. Et après, j'aime bien, si je veux prolonger, en fait, ne plus entendre de voix, juste écouter en fait le silence. Mais déjà, 10 minutes par jour, je trouve que ça me fait un bien fou. Mm. Bien sûr, Et démarrer c'est sa même pas journée 10 comme ça. minutes parce, pardon, c'est même pas 10 minutes parce qu'en fait, elle parle pendant 2, 3 minutes. Mm. Elle donne un conseil, soit Oui. sur la gratitude, sur Mm. le bien-être. Et 8 minutes, ça suffit. Mm. Ça suffit Oui. à changer ta journée. Mm. Alors, au bout d'un moment, bien sûr, au départ, il y a peu d'effets, je trouve. Mais au bout d'un moment, si on le fait régulièrement, eh bien moi, je me suis vu avoir une pensée, un scénario catastrophe qui arrivait, et je me suis mis à méditer. C'est parti. Mais c'est pas parti par magie. C'est parti parce que ça fait des mois que je médite, en fait. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un entraînement. C'est comme je m'entraîne tous les jours à courir un petit peu. Et puis un jour, je fais une course et j'ai augmenté mon temps sur la course. C'est pas parce que je fais juste cette course-là, c'est parce que je me suis entraînée pendant des mois. Ben, là, c'est pareil.
Et au moment où je suis confrontée à une situation, je suis plus capable de pas me laisser envahir par les pensées. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas la peine de méditer. D'abord, on ne tient pas sur le long terme en se disant je vais faire une demi-heure tous les matins avec si on a une vie hyper chargée et quand on a des ruminations mentales et qu'on se réveille à 3 heures du mat en pensant à un truc, c'est rarement parce qu'on est en train de glander toute la journée, hein. C'est souvent parce qu'on a eu un agenda très chargé et qu'on est en train de penser soit au truc qu'il faudra faire demain, soit au truc qu'on a oublié de faire dans la journée et de l'impact que ça peut avoir ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc c'est important de se rappeler de ça, que c'est une petite pause qu'on se fait le matin et ça change la couleur de la journée. Ça permet de... Et même le soir, moi, pendant un moment, en rentrant, euh, juste quand je rentrais, avant de commencer la soirée, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je me posais un petit peu. C'était un peu comme si je faisais le nettoyage de tous les trucs que j'avais eus dans la journée. C'est comme si j'enlevais la petite soupape de la cocotte minute, là, puis je laissais sortir tout ça. Hop, puis après c'était un peu nettoyé à l'intérieur, là c'était un peu plus frais. Je pouvais aborder la soirée en étant plus en conscience avec mes enfants, en étant plus présente, et pas toujours encore en train de penser au boulot. Voilà, on fait un peu un petit nettoyage. C'est vrai qu'il y a une notion de fraîcheur après avoir médité. Ouais. Eh bien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, est-ce que tu souhaites, toi, qu'on te retrouve sur le net? Alors sur le net, déjà j'ai écrit un livre qui reprend ces étapes dont on a parlé ensemble, qui est un livre spécifiquement pour les femmes, Sérénité féminine. On mettra le lien. Et puis, j'ai un podcast, En route vers la sérénité. Donc, les gens peuvent me retrouver toutes les semaines, quasiment toutes les semaines. Bon, allez, j'avoue, ça m'arrive de louper une semaine parce que soit je suis un peu débordée, soit j'ai beaucoup d'activités par ailleurs et donc l'épisode passe à la trappe, mais c'est assez rare. Donc, ce podcast existe depuis un moment. Il y a plus de 100 épisodes dessus, donc il y a de quoi trouver beaucoup de ressources sur différents thèmes autour du stress, hein, des émotions, de la méditation. Et puis C'est des sinon, conseils vraiment pratico-pratiques. moi, c'est l'astuce, les Mm. astuces. Je suis une Les reine des astuces. astuces, des trucs vraiment concrets. Mm. Ce podcast, j'ai voulu que ce soit vraiment un truc qui donne du concret. J'aime pas trop les blablas, les trucs hypothétiques, philosophicaux, machin truc. Moi, j'aime bien expliquer, bon, ok, le stress, c'est quoi, pourquoi on stresse, et puis, allez, hop, des techniques de respiration, les émotions, t'es en colère, qu'est-ce que tu fais? Et donc, de donner du concret. Mhm. OK. Donc, je le rappelle, on mettra tous les liens du podcast vers le livre aussi Mhm. et dans la description sous la vidéo. Ouais, ok, Livre et le podcast. Mm. ouais, voilà. Mm. Merci beaucoup, Isabelle. Avec Un plaisir, plaisir Emmanuel. d'avoir fait cette interview avec toi. Ouais, merci, moi aussi, c'était un vrai plaisir.